Alors, bonjour tout le monde. Je me présente pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Je suis Sylvie Trottier. Je suis sur le site de la Fondation familiale Trottier. Donc, premièrement, on remercie beaucoup. Là. Il y a beaucoup de monde qui sont rejoints à la présentation de ce matin. Donc, c'est très apprécié. Puis, je le fais de la part de notre fondation, mais aussi de notre petit groupe qui est fait par la Fondation Jaroslavsky, Molson et Saputo, et aussi avec l'appui de Fondation Philanthropique Canada. Donc, pour un peu de contexte, le but aujourd'hui, c'est vraiment de partager des analyses préliminaires que notre groupe a élaborées, bien sûr avec l'aide de Félix-Antoine que je vais présenter sous peu, qui visent vraiment les interventions possibles du secteur philanthropique, surtout dans le secteur, on commence par le secteur de la santé. Et aussi, c'est comme d'ouvrir un dialogue avec le secteur philanthropique, avec les autres donateurs pour voir comment on peut se collaborer ensemble, comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses en collaboration. Et donc, comme Stéphanie a expliqué, on veut vraiment que ça soit une discussion, fait que ça aussi bien de mettre des questions dans le chat, mais on est suivi par la suite. On veut vraiment être axé sur l'action. Comment est-ce qu'on peut vraiment faire avancer les choses par la suite de cette première présentation. Et je voulais aussi souligner, bien sûr, que le secteur philanthropique, je pense qu'on l'a tous vu jusqu'à présent, s'est mobilisé de façon très importante face à cette crise, d'une façon très rapide en considération de comment les choses avancent. Et je voulais juste citer comme quelques exemples pour les souligner. Et je peux aussi vous mettre l'attention, hier, il y a eu le nouveau envoi de Philab, il y a un bon billet de blog de Nancy Paul qui énumère plusieurs de ces bons exemples dans le secteur philanthropique, mais il y a évidemment l'espace en ligne Slack que plusieurs d'entre nous utilisent déjà, puis s'il y en a certains qui sont pas au courant, c'est une base pour échanger les idées, les activités, les initiatives qui sont en cours. On voit vraiment le secteur suivre les recommandations de nos partenaires communautaires qui demandent plus de souplesse pour les réductions de comptes, pour comment utiliser les fonds pour les opérations face aux changements rapides. On a vu la mise en opération des fonds d'urgence des Centraide du Québec, du Fonds de Montréal. Puis cette semaine, il y a eu le launch de Données 5 qui encourage les fondations à verser au-delà de 3,5 minimum. Et bien ça, il y a les différents projets qui sont nous beaucoup pour aider les personnes vulnérables dans les banques alimentaires, pour les personnes aînées, handicapées. Je peux en nommer, on peut en parler longuement, mais c'est vraiment quelque chose à souligner, tout ce qui a été fait à date. Et bien sûr, on s'entend que les gouvernements agissent pour répondre à une crise qui est vraiment sans précédent. Alors, on sait que le secteur philanthropique aussi peut venir ajouter une valeur ajoutée dans ce genre de contexte. Donc, le secteur, je pense, peut vraiment avoir on est là pour supporter les autres efforts, les partenaires, les gouvernements. La façon qu'on peut faire ça, c'est qu'on a une certaine agilité rapidement. De la même façon, on peut avoir une vue plus stratégique, plus long terme, où est-ce qu'il y a des angles morts où on pourrait agir. Et pour avoir du succès là-dessus, c'est ça qu'il faut qu'on soit à l'écoute des gens sur le terrain pour vraiment savoir qu'est-ce qui sont les besoins réels qu'eux identifient que nous, on peut combler. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que notre groupe, originalement, s'est réuni. Il y avait déjà plusieurs fondations, quelques fondations qui travaillaient ensemble de façon informelle sur le secteur de la santé avec le gouvernement. Notre fondation s'est rejointe à ce groupe-là au début de la crise parce qu'on a identifié un besoin, premièrement, juste d'avoir une ressource à l'interne pour nos fondations pour comment soutenir nos propres démarches. Puis on voulait aussi, deuxièmement, partager des informations qu'on a trouvées avec le secteur plus large et idéalement aider à catalyser le projet de façon relativement innovante si on fait pour aller essayer de soutenir les démarches en cours. Donc, avec ça, je me permets d'introduire Félix-Antoine Renaud qui va partager ses premières conclusions suite à ces entrevues. Félix-Antoine apporte beaucoup d'expérience, 17 ans d'expérience en crise humanitaire et sanitaire. Il a travaillé aussi dans le secteur philanthropique québécois. Et je peux en nommer plusieurs exemples de ces expériences, mais il a travaillé notamment sur le virus Ebola,
l'ouragan Mathieu, les séismes et l'épidémie de choléra en Haïti. Fait que, bref, nous avons beaucoup d'expérience, puis c'est vraiment une bonne valeur à nos démarches, je crois. Puis avant que je passe la parole à Félix-Antoine, je voulais juste souligner quelque chose que je pense qui est très important de garder en tête quand on regarde les conclusions, c'est que ces analyses-là et les constats qu'il fait sont vraiment grâce à les suggestions et les conclusions des gens du terrain. Donc, il y a eu la chance de parler à plusieurs personnes de haut niveau, autant que des gens qui sont vraiment dans l'action, en première ligne, pour dire qu'est-ce que le secteur philanthropique peut faire pour nous aider, pas pour les aider. Donc, c'est ça, j'en dirais pas plus là-dessus. Puis voilà, je laisse commencer la présentation. Juste un instant, avant que Félix commence, est-ce que tout le monde pourrait éteindre leur vidéo afin de permettre au bandwidth d'augmenter pour qu'on puisse faire moins de coupures? Merci. Thank you, Gail. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour la présentation d'aujourd'hui. À l'époque, quand je travaillais dans la réponse au virus Ebola en Afrique de l'Ouest, notre slogan était « Getting to Zero », donc se rendre à zéro, stopper la maladie. Je me rappelle qu'on se levait tous le matin avec ce sentiment d'urgence au cœur, au ventre, pour arriver à endiguer l'épidémie. Et en faisant les entrevues avec les différents intervenants et experts au Québec que j'ai eu la chance de rencontrer, j'ai vu ce sentiment d'urgence d'agir pour stopper la pandémie. Et donc, c'est le premier grand constat que j'aimerais partager avec vous, c'est l'urgence de la situation. Le second constat, et ça, ce sont ces intervenants, ces acteurs qui l'ont mentionné, c'est que l'État ne peut pas tout faire. L'État a besoin d'appui pour pouvoir endiguer la maladie. Le troisième constat clé, c'est que tous m'ont dit que la philanthropie avait un rôle à jouer pour appuyer l'État, pour appuyer les acteurs sur le terrain dans cette mission. Alors, s'il y a quelques conclusions à tirer de l'analyse que je vais vous faire aujourd'hui, ces trois constats sont clés. Je vais vous présenter un document qui est relativement dense, comme vous l'avez peut-être vu. En fait, c'est à mi-chemin entre une présentation de webinaire standard puis un document de travail. L'idée étant que vous puissiez d'ores et déjà l'utiliser pour possiblement réfléchir à certaines interventions que vous aimeriez mettre en place en collaboration ou avec des partenaires que vous avez déjà. Alors, sans plus tarder, je vais sauter dans le vif du sujet. Les deux questions clés que nous nous sommes posées pour cette analyse sont premièrement, comment peut-on stopper la pandémie de COVID-19? Donc, on va regarder notamment un modèle clé qui est utilisé par l'Organisation mondiale de la santé pour arriver à résoudre un problème sanitaire de cette ampleur. Et la seconde question, c'est comment la philanthropie peut-elle jouer un rôle, peut-elle contribuer à cela? Ce qui était clair d'emblée, c'est que l'État actuellement est fortement impliqué dans la réponse en santé. Certains acteurs même le voient comme l'unique responsable de cette réponse, alors que, disons, dans la communauté que j'ai pu consulter, le consensus était que la philanthropie était également un milieu avec un rôle utile, avec un rôle innovant, puis avec un rôle complémentaire à celui des gouvernements et des autres secteurs. Dans la présentation, on ne couvrira pas tous les secteurs qui pourraient être impliqués dans la réponse à la pandémie. On va mettre principalement donc l'emphase sur la santé. Par contre, il y a d'autres secteurs qui mériteraient une analyse complémentaire par la suite, qu'on pense à la sécurité alimentaire, au logement, à l'éducation, à tout ce qui touche à la relance sociale, économique et culturelle.
et de manière transversale tous les services aux personnes, aux populations en situation de vulnérabilité. Je tiens à mentionner que tous les constats, toutes les propositions que vous allez retrouver dans ce document sont celles qui ont été suggérées par les experts et les intervenants de terrain. Donc, elles mériteraient éventuellement, après cette courte analyse, parce qu'on parle quand même d'une analyse qui s'est étendue seulement sur une durée de 15 jours, mériteraient certainement des analyses plus poussées si vous souhaitez aller de l'avant avec certaines d'entre elles. Je vais vous montrer maintenant un aperçu de la progression de la maladie. On est tous devenus un peu des épidémiologistes dans les dernières semaines, mais pour qu'on se mette tous au même niveau, qu'on voit un peu certaines tendances clés, je vais vous présenter 2 diapositives. La première, pour qu'on situe le Québec à l'heure actuelle par rapport à d'autres pays, par rapport au reste du Canada également. Donc, vous voyez que autant au niveau des cas confirmés qu'au niveau de la mortalité, le Québec n'est pas dans une situation idéale à l'heure actuelle. Par rapport à certaines juridictions, notamment les États-Unis, où dans les médias, on a vu que beaucoup d'encre a coulé pour dire que la situation est difficile là-bas. On se rend compte qu'au Québec aussi, on est dans une période assez charnière pour essayer d'endiguer la pandémie. Et si on regarde le Québec dans son ensemble, maintenant, la région la plus touchée est la région du Grand Montréal, qui est l'épicentre en ce moment. On voit que non seulement le Grand Montréal est l'épicentre au niveau québécois, avec plus de 80%, disons, à l'heure actuelle, on parle d'un nombre de plus de 80% des décès qui seraient dans la région du Grand Montréal. On parle aussi au niveau canadien de plus de 43% des cas. Et pour peut-être encore mettre davantage l'accent sur ce point-là, au niveau canadien, plus de la moitié des décès sont dans la région du Grand Montréal. Ça ne veut pas dire que dans le reste du Québec, il n'y a pas encore des actions importantes à prendre, mais c'est juste pour mesurer l'ampleur de la situation dans la zone du Grand Montréal à l'heure actuelle. On voit notamment une tendance à la hausse dans certains arrondissements de l'île de Montréal. Donc, on ne parle même pas de plateau, qui nous aurait amené à un déconfinement plus sécuritaire, mais on parle même d'une hausse dans certains cas. Je vais parler maintenant, on rentre dans le cœur de l'analyse. Je vais vous présenter la méthodologie d'évaluation rapide de la situation qui pourrait être approfondie dans les prochaines semaines. Je vais également vous présenter les interventions clés qui ont été retenues par les experts et les intervenants comme étant prometteuses et on les a classées, vous allez voir, selon un schéma qui nous permet de voir quel serait l'impact potentiel et la facilité de mise en œuvre. Alors, d'abord, la méthodologie. Les premières consultations ont été avec des acteurs du milieu philanthropique, également des récipiendaires ou des créateurs de fonds d'urgence comme Centraide, la Croix-Rouge, la Fondation du Grand Montréal. Évidemment, je n'ai pas fait le panorama complet de tous les acteurs philanthropiques. Je pense qu'on pourra, à la suite de cette présentation, continuer les discussions avec vous. Donc, c'était pour avoir un portrait de ce qui se fait déjà au Québec. Ensuite, une consultation plus spécifique dans le secteur de la santé avec 33 acteurs clés qui ont été rencontrés. Alors, brièvement, des acteurs de santé publique, autant les directions de santé publique que le laboratoire de santé publique du Québec pour avoir une vue sur ce qui se passe au niveau des tests, des institutions de santé, hôpitaux, CLSC, CHSLD, une centrale syndicale de travailleurs et travailleuses de la santé, un expert de l'Organisation mondiale de la santé, plusieurs institutions académiques et de recherche, des organisations et des institutions actives en santé mentale et des organisations communautaires des arrondissements de Montréal-Nord et de Ville-Marie. Donc, vous voyez que c'est un portrait qui
nécessitait de trianguler de l'information. Donc, dans chaque institution, il y a des gens à différents niveaux qui ont été consultés, autant au sommet qu'à la base, autant au niveau administratif que des gens en première ligne et autant des gens qui sont impliqués directement auprès de la population que de gens qui travaillent au niveau de la recherche. Vous allez voir après un peu l'ampleur de ce qui a pu être couvert dans cette analyse. En troisième lieu, j'ai fait la consultation de sources secondaires, des articles scientifiques, des publications dans les médias. Et ces 3 premières étapes ont permis de brosser des constats sur l'état de la situation pour chacun des piliers ou des axes, si vous voulez, de la réponse à la pandémie, et ce qui a permis d'analyser les opportunités de réponse à la pandémie. Donc, quelles interventions pourraient avoir du succès? Alors, ici, c'est le cœur, en fait, du modèle dont on va parler aujourd'hui. Je passe rapidement à travers les différents axes. Si ça vous intéresse, en fait, c'est un modèle qui est inspiré de ce qui est fait par l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez un document en bas de page sur lequel vous pouvez cliquer, un lien, pardon, et vous allez pouvoir avoir vraiment la description détaillée des piliers qui sont utilisés par l'OMS. Donc, si on commence au sommet, un axe transversal, c'est la coordination et la planification. On voit souvent là l'action gouvernementale, en fait, qui se coordonne autant au niveau fédéral, provincial et municipal, mais on peut penser également à des coordinations qui pourraient avoir lieu à des niveaux plus près de la population, notamment dans les quartiers, les arrondissements. Ensuite, si on descend d'un niveau, l'axe communication sur les risques et mobilisation de la population, c'est tout ce qui permet de communiquer efficacement sur la pandémie avec la population. Donc, on peut penser à des approches médiatiques à grand déploiement ou on peut aussi penser à de la communication directement sur le terrain, chez les gens, près des gens. Deuxième axe à ce niveau-là, la prévention et le contrôle des infections. Donc là, on peut penser à tout ce qui serait distribution d'équipements de protection, formation pour bien utiliser ces équipements, tout ce qui touche à l'aménagement des milieux de vie et de travail. Donc là, ça s'applique autant pour protéger les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, mais ça pourrait être dans le communautaire, ça pourrait être dans les entreprises, ça pourrait être dans le milieu de l'éducation également. Donc, ça se décline dans plusieurs sphères de notre vie. Le troisième, à ce niveau-là, c'est le contrôle des points d'entrée. Celui-là n'a pas été intégré fortement dans l'analyse. En fait, on l'a mis de côté parce qu'il s'agit en fait du contrôle des frontières qui est largement entre les mains du gouvernement. L'idée ici, c'est qu'il n'y ait pas de personnes infectées qui pénètrent sur un territoire et qui puissent faire progresser la chaîne de transmission de la maladie. Un autre axe important, tests et laboratoires. Donc là, ici, c'est tout ce qui touche au dépistage, le traitement des échantillons et puis l'annonce des résultats. Et ça se lie beaucoup à l'autre axe qui est la surveillance et l'investigation des cas. Donc, quand il y a des cas qui sont détectés, on doit pouvoir aller retracer où sont ces personnes-là et avec qui elles-mêmes ont été en contact et également brosser un portrait épidémiologique pour voir quelles sont les tendances et là où on doit agir en priorité. Si on continue plus vers la droite, on entre dans le traitement de la maladie à proprement parler avec la santé physique. Alors là, ici, il s'agit de prendre en charge les cas dans les structures de santé et tout ce qui entoure en fait la prise en charge des patients dans les établissements. En lien avec ça, il y a la santé mentale. La santé mentale, on la regarde beaucoup ici sous l'angle de l'appui aux gens qui sont dans le système de santé, mais on pourrait également élargir ça à tous ceux qui sont en première ligne et qui travaillent dans les communautés justement pour aider à prévenir la diffusion de la maladie et ses conséquences immédiates. Et enfin, le dernier axe, c'est l'axe recherche et innovation, qui est transversal aussi et qui peut aider à innover, à trouver des manières, en fait, soit directement à travers un vaccin ou un traitement
de mettre fin à la pandémie, soit d'innover dans les différents axes qu'on vient de voir. Un constat important, c'est de voir aussi où se situe la philanthropie au Québec à l'heure actuelle. Quels piliers, quels axes sont soutenus? Alors, vous voyez en couleur ici qu'il y a certains axes qui sont soutenus. Évidemment, l'analyse rapide que j'ai faite ne permet pas d'avoir un portrait complet, mais nous permet quand même de déceler certaines tendances. Donc, les gros investissements qu'on a pu déceler sont en recherche et innovation, sont dans ce qui touche à la santé mentale et dans une certaine mesure, la prise en charge des cas dans les institutions, la prévention et le contrôle des infections par le don de matériel notamment ou la facilitation du télétravail et finalement, dans une moindre mesure, l'appui aux organisations qui font de la communication sur le terrain ou à travers les médias sociaux. Alors, qu'est-ce que les acteurs nous ont dit sur les contributions possibles de la philanthropie dans la réponse à la COVID-19 en santé? Bref, ils nous ont parlé de 5 rôles principaux qui pourraient être joués en complémentarité avec l'État. Un premier rôle qui serait d'accélérer et d'amplifier les interventions en cours en ce moment. Un deuxième rôle qui serait de soutenir certains acteurs clés qui ne sont pas déjà soutenus dans la réponse. Un troisième rôle, et ça, la philanthropie, on le voit, a parfois ce recul qui lui permet de prendre le temps d'étudier un problème spécifique pour le résoudre. Un quatrième rôle qui est de favoriser l'innovation et l'excellence dans la réponse. Et finalement, ce qui a été mentionné, c'est qu'il y a certains acteurs qui aimeraient que la philanthropie ait un plus grand rôle de plaidoyer auprès du gouvernement pour influencer ses actions pour qu'il agisse plus efficacement. Alors ici, on entre dans le cadre d'analyse des interventions possibles. On va passer un petit peu de temps sur cette diapo pour que vous puissiez bien comprendre ce cadre-là. Donc, vous voyez une matrice, en fait, où on a sur un axe l'impact potentiel d'une intervention et sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal, la facilité de mise en œuvre. L'impact potentiel a été évalué selon le nombre de personnes touchées par une intervention, l'influence qu'elle peut avoir sur la morbidité, donc le nombre de personnes tombant malades, et sur la mortalité. Enfin, sur la valeur ajoutée qu'il y ait une intervention additionnelle qui se déploie. L'autre axe, la facilité de mise en œuvre, on a regardé la complexité technique de l'intervention et puis le degré de résistance possible des partenaires clés. Donc, s'il faut déployer une intervention en collaboration, quelle pourrait être la résistance à ce qu'elle se fasse. Ça nous a permis de dégager 3 niveaux de potentiel. Vous allez les voir dans les diapos suivantes. Les cercles en vert sont les interventions à potentiel élevé. Les cercles en jaune sont celles à potentiel moyen et en rouge à bas potentiel. Et finalement, un dernier niveau d'analyse, c'est à quel moment on pourrait déployer un tel type d'intervention, soit à court terme, d'ici 2 mois, soit à moyen terme, on parle de 2 à 12 mois. Donc ça donne aussi une idée s'il y en a qui veulent agir plus rapidement sur quelle intervention se focaliser. Alors, dans la matrice, ça nous donne, si on regarde les cadrans, ça nous donne une idée de comment on pourrait aborder ces interventions-là. D'abord, dans le cadran en haut à droite, analyser en détail, ce sont les interventions à impact potentiel élevé qui sont faciles à mettre en œuvre. Donc là, on propose d'initier une analyse détaillée de l'intervention. Si vous avez déjà cette analyse-là, ça pourrait même être de débuter une mise en œuvre. En bas à droite, on parle d'une intervention avec un impact potentiel bas, mais une facilité de mise en œuvre élevée. Dans ce cas-là, ce qui serait proposé, c'est soit de référer l'intervention à un acteur qui serait plus en mesure de maximiser son impact,
soit que vous procédez à l'analyse du potentiel si vous pensez que vous êtes l'organisation la mieux placée pour réaliser l'intervention. Si on passe en haut à la gauche, investiguer. Alors là, ce sont des actions, des interventions à impact potentiel élevé, mais qui seraient difficiles à mettre en œuvre. Alors là, on propose d'investiguer, c'est-à-dire de consulter davantage les acteurs du secteur pour voir si on pourrait diminuer la difficulté d'intervention ou si, avec des efforts supplémentaires, on ne pourrait pas justifier que l'intervention soit quand même menée. Et finalement, en bas à gauche, ce sont les interventions à bas impact et basse facilité de mise en œuvre qui seraient à mettre de côté. Alors, la table est mise pour aller plus loin. Vous allez voir dans les prochaines pages. Là, on entre dans les différents axes. Je vais faire deux choses. D'abord, identifier certains constats. On s'entend qu'il y a eu de nombreuses pages de notes qui ont servi à cette analyse. J'ai retenu certains constats clés. S'il y a certains de ces axes-là qui vous interpellent, pour lesquels vous aimeriez discuter davantage de l'analyse qui a été faite, n'hésitez pas. Mais ici, aujourd'hui, je vais me focaliser sur certains de ces constats clés. Pour la coordination et la planification, ce qu'on a vu, c'est que les acteurs réalisaient que les leviers étaient ici principalement entre les mains des différents paliers de gouvernement. On a vu aussi que la planification des activités a dû fréquemment changer avec la progression de la maladie et l'état des connaissances qui fluctuait dans le temps, qui augmentait dans le temps. Notamment, récemment, vous avez pu voir en fait les allées et venues en ce qui concerne le déconfinement qui étaient liées justement à ces connaissances sur la diffusion de la maladie. En troisième lieu, un des constats importants, c'était ce fort besoin de coordination dans la planification et la coordination multisectorielle. Et donc ça rendait en fait cette coordination-là, surtout la décliner entre les différents paliers de gouvernement jusqu'au terrain, assez difficile. Et c'est pourquoi certains acteurs nous ont dit qu'il y a des occasions d'approfondir la coordination entre l'État et le secteur privé et le secteur philanthropique et également avec les initiatives citoyennes. Regardons du côté des interventions. Alors, dans les interventions, celles qui nous ont été proposées à haut potentiel, il y a cette idée de cellules de coordination avec le secteur philanthropique, donc entre l'État et le secteur philanthropique, qui est un point focal au niveau gouvernemental et ça pourrait être à différents paliers pour qu'on puisse coordonner nos interventions. Certains acteurs arrivent à avoir des accès, mais c'est parfois très bilatéral ou ponctuel. Ensuite, une intervention plus émergente. L'idée nous a été proposée qu'il y ait une plateforme de partage des connaissances scientifiques qui soit liée de très près aux décideurs. Donc, on pourra revenir sur les plateformes existantes, mais une notamment qui nous a été mentionnée, c'est la plateforme CanCovid qui a déjà été mise en place et qui pourrait être possiblement renforcée. On passe maintenant à l'axe 2 sur la communication des risques et la mobilisation de la population. Alors là, vous avez sans doute vu qu'il y a une communication assez forte qui émane des conférences de presse quotidiennes des premiers ministres, qui est appuyée par la suite sur les médias sociaux, par les équipes gouvernementales. Par contre, ce qu'on a entendu, c'est qu'il y a besoin de simplifier les messages pour certaines catégories de la population, notamment les jeunes, les membres des communautés ethnoculturelles, les aînés, et qu'il faut tenter de contrer la propagation de rumeurs et voire même la stigmatisation de certains groupes dans la société. L'effort de communication actuel, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il pourrait être possiblement amplifié si on mobilise davantage les organismes communautaires, même des organismes communautaires qui n'interviendraient pas directement en santé. Par exemple, des organismes communautaires en sécurité alimentaire qui pourraient ajouter une dimension de communication en santé publique à leurs activités.
Et on nous a parlé également du besoin de faciliter la diffusion du matériel de santé publique qui est déjà disponible en plusieurs langues. Enfin, puis là, ça devient intéressant de voir qu'il y a des interventions qui pourraient être très, très liées au fonctionnement de l'État. On nous a dit que les équipes de la santé publique en communication sont de petite taille à l'heure actuelle, même pour la grande région de Montréal, et qu'il y aurait la possibilité de les appuyer éventuellement par l'ajout de personnel temporaire. Donc, je reviens là-dessus dans les interventions qui sont proposées. Si on regarde en haut à droite, donc la mobilisation d'organismes pour la communication figurait en haut de liste. Ensuite, la facilitation de l'accès à l'information pour les familles. Donc, quand on parle de dons de matériel informatique, quand on parle de formation des familles pour réduire la fracture numérique, ça peut aussi être vu comme une intervention de santé publique. Une autre intervention serait l'ajout de personnel à la direction de santé publique. Quand on regarde plus bas, dans le cadran en bas à droite, la diffusion de matériel de santé publique traduit, donc ça pourrait être sous forme de dépliants dans les communautés. En haut à gauche, à investiguer, alors là, on parle de choses un peu plus innovantes. On nous a parlé de l'intégration des techniques de ciblage électoral, donc le pointage dans les quartiers pour pouvoir aller vraiment communiquer de manière personnalisée avec les résidents. Et on nous a parlé aussi de l'initiative de Journalists for Human Rights, qui était de former les salles de presse en journalisme scientifique basé sur les preuves scientifiques. Donc là, c'est sans doute un projet plus à moyen terme. Je passe au troisième axe, prévention et contrôle des infections. Alors, ce qu'on a vu pour cet axe-là, c'était que l'approvisionnement en équipement de protection individuelle, EPI dans le jargon, est globalement difficile vu le manque de manufacturiers nationaux et puis la compétition internationale qui a cours en ce moment. On voit qu'il y a une priorité assez forte qui est accordée au secteur de la santé, ce qui fait que ça devient beaucoup plus difficile pour les secteurs commerciaux, communautaires de se procurer ce type d'équipement-là et d'équiper notamment dans le communautaire des travailleurs. I didn't see that audit. Puis arrête with that always stuff. Pardon, excusez-moi, je pense qu'il y a une petite interruption. Donc, dans le secteur communautaire, il y a justement certains travailleurs de première ligne qui gagneraient à être non seulement équipés, mais formés aussi pour pouvoir travailler efficacement. Enfin, tout ce qui touche à l'aménagement des espaces de travail semble a été retenu comme un type d'intervention majeure et la facilitation du télétravail également. Les interventions que vous allez voir ici, donc, sont assez collées au portrait que je viens de faire. En haut de liste, en haut à droite, on voit l'aménagement d'espaces de travail sûrs. On voit les formations en prévention et contrôle des infections. Plus bas, à droite, on voit la distribution de pays pour les organismes qui a déjà été enclenchée jusqu'à un certain point et la facilitation du travail également où il y a déjà eu un certain effort. Finalement, là où on nous a dit de ne pas aller, c'est pour tout ce qui touche à l'approvisionnement de pays en santé qui est vraiment entre les mains du gouvernement en ce moment. Quatrième axe, les tests et laboratoires. On en a entendu beaucoup parler cette semaine. À l'heure actuelle, le gouvernement est en mesure de faire à peu près 7000 tests par jour. On voit qu'il y a plusieurs facteurs qui limitent l'augmentation. La cible était de se rendre à 14 000 tests par jour. Mais on est toujours vraiment, même si on atteignait cette cible-là, on est en delà des grandes stratégies de tests qui se sont déployées dans certains pays, notamment l'Allemagne, où ça a été une des façons, en fait, d'endiguer la maladie en sachant plus précisément qui est porteur. Ici, au Québec, si on voulait mettre ce même genre de stratégie-là en place, il nous faudrait 50 000 tests par jour, ce qui est majeur. Notre capacité actuelle est limitée. Pourquoi? Parce qu'on manque de réactifs pour faire les tests.
On manque d'écouvillons pour faire les prélèvements. On manque de consommables aussi pour les machines qui permettent, donc notamment certains produits de plastique qui nous permettent de faire efficacement ces tests-là. On voit également ce qui était mentionné dans les entrevues, c'est que ça nous prend aussi tout un réseau pour pouvoir aller tester les gens. Donc, il faut que dans les communautés, on soit en mesure de faire les prélèvements pour pouvoir alimenter ce système de test. Donc, il y a toute une amélioration qui est possible dans les processus, la chaîne logistique, puis même les systèmes d'information, notamment pour l'annonce des résultats de tests qui sont souvent en ce moment faxés à la santé publique. On travaille à l'heure actuelle au sein de la DSP sur l'implantation d'un système qui permettrait de réduire ces temps-là. Enfin, une dernière chose importante ici, c'est le séquençage du virus. Donc ça, on parle en fait de séquençage génomique qui nous permettrait de voir quelles sont les chaînes de contamination. Mais ça se fait en parallèle au test pour détecter la maladie, ce qui fait qu'il y a un certain retard qu'on a, même si c'est prometteur, il faut travailler en parallèle. Donc, tant qu'on n'aura pas la capacité de laboratoire nécessaire, cet aspect-là de séquençage du virus va demeurer à la traîne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on a parlé même à des gens au laboratoire de santé publique du Québec. Ce sont des interventions à investiguer, mais prometteuses. On parle d'ajout de personnel pour les prélèvements, possiblement des gens qui seraient formés, qui seraient au niveau des communautés pour pouvoir faire les prélèvements dans des cliniques mobiles, par exemple. On parle de contribuer à l'approvisionnement et à la mise à l'échelle, donc à travers possiblement des contacts du réseau d'entreprises privées qui pourraient être vraiment facilitants. On parle également d'étudier les processus d'amélioration des systèmes. Donc ça, on parle vraiment d'une étude de toute la chaîne pour voir là où il pourrait y avoir des améliorations possibles. Et puis finalement, il y a une production de réactifs local qui a été débutée et il y aurait possiblement matière à aider ces initiatives-là à prendre de l'ampleur. Cinquième axe, la surveillance et l'investigation des cas, qui est très lié en fait au test, comme on en a parlé. En ce moment, ce qu'on a pu voir, c'est que les équipes de surveillance de la Direction de santé publique ont été augmentées avec du personnel temporaire. Donc, à voir comment ça pourra se maintenir dans le temps. Est-ce qu'on ne peut pas faire croître ces équipes à mesure qu'on progresse? Il y a un certain nombre de tests qui sont disponibles, on l'a dit, mais l'investigation des cas est limitée tant que les gens ne sont pas testés. On a très peu d'équipes mobiles d'investigation. Dans certains autres pays, notamment en France actuellement, il y a une stratégie qui est mise en place où une infirmière, une travailleuse sociale se rendent chez les gens pour les tester. Et il y a une stratégie où les personnes qui sont positives peuvent être hébergées ailleurs ou peuvent être informées pour faire un confinement plus adéquat et plus rapide pour ne pas propager encore la pandémie dans la communauté. Autre constat, il y a des applications de suivi mobile qui ont été développées. Ici, on parle notamment de celle du MILA, où les technologies d'intelligence artificielle sont mises à profit. Ces technologies sont en attente de validation par les gouvernements fédéral et provincial. Ce que les gens de la santé publique m'ont dit, c'est que pour une prochaine vague, parce que là, bon, la première vague, on est déjà dedans, mais pour une prochaine vague, ça pourrait être une stratégie efficace à mettre en place. Ici, on parle d'applications qui seraient installées volontairement par les citoyens et dont l'utilité augmenterait au fur et à mesure que le nombre d'usagers croît. Enfin, on a parlé de l'amélioration possible du système pour recevoir les résultats de tests. Alors, la santé publique, en ce moment, prévoit l'installation dans les 2 prochaines semaines d'un système informatisé qui va permettre directement de recevoir les résultats des laboratoires, ce qui pourrait améliorer la partie suivi des contacts.
Quelles interventions ont été mentionnées ici comme prometteuses? En premier lieu, le plaidoyer pour le budget en santé publique. Ça, c'est revenu souvent pour améliorer les systèmes, pour améliorer les capacités de la santé publique. Ça, ce serait une intervention plus à moyen, long terme. Ensuite, des interventions plus précises, plus techniques, l'intégration des applications mobiles de suivi à la direction de santé publique, la formation de personnel temporaire en suivi des cas, et puis l'appui au déploiement d'équipes mobiles d'investigation. Donc, tout ça nécessiterait vraiment une collaboration étroite avec les directions de santé publique. Sixième axe, la santé physique. Ici, on parle de la prise en charge des cas. Vous avez peut-être vu la hausse des hospitalisations. La hausse a été graduelle, mais on commence à atteindre des stades où le nombre de lits devient beaucoup plus restreint, surtout dans la grande région de Montréal. Et ce à quoi on fait face ici, c'est des transitions beaucoup plus complexes pour certains patients hors des hôpitaux, surtout les aînés qui ont été testés positifs et qui doivent, une fois guéris, retourner dans une structure. Actuellement, la situation est complexe parce qu'il y a plusieurs, en fait, les CHSLD ne reprennent pas ces patients-là, donc il faut trouver une façon alternative pour gérer le flot de patients. Deuxième constat, un grand constat qui fait les manchettes, c'est le manque de personnel en santé. Il y avait 11 600 employés manquants en date du 6 mai. Là, on parle de personnel qui soit a été infecté par la maladie, soit qui n'est pas retourné au travail, ce qui exerce une pression considérable sur le système. Et en lien avec ça, on a pu voir que les CHSLD, les résidences pour aînés sont débordées par le nombre de cas. Le personnel n'est pas suffisant malgré cet appel aux bénévoles et malgré l'arrivée des proches aidants. Le personnel de santé, dans toutes les entrevues que j'ai eues avec des gens en première ligne, me disaient qu'ils ont été fortement sollicités dans les dernières semaines. Les conditions de travail ont été difficiles, les horaires ont été difficiles. Et un point important, c'est que tous m'ont dit qu'ils, soit eux-mêmes, soit des collègues de travail, songeaient à éventuellement quitter le milieu de la santé. Donc là, ce nombre de départs-là est difficile à estimer, mais c'est une tendance qui se décerne et qui pourrait être éventuellement problématique. Ici, plusieurs interventions ont été suggérées, toutes à investiguer. La première, c'était la mobilisation d'une réserve de bénévoles formés. Ça, on l'a vu, c'est quelque chose qui a été mis de l'avant, notamment en Grande-Bretagne. L'idée étant de former des gens qui auraient pu avoir été bénévoles cette fois-ci pour la réponse dans les structures de santé, mais qui pourraient être mieux formés pour une prochaine fois. Ça pourrait être de former également les proches aidants pour pouvoir intervenir en cas de besoin. Une deuxième intervention ici, qui est plus de nature au niveau du plaidoyer, c'est le plaidoyer pour l'amélioration des conditions de travail en santé. Donc là, vous conviendrez qu'on a vu certaines problématiques sortir dans les médias ces derniers temps sur les conditions de rémunération, les conditions de travail. L'idée étant ici qu'il y aurait un plaidoyer à faire. Est-ce au secteur philanthropique de le faire ou pas? La question est posée, mais certains acteurs voyaient un rôle pour la philanthropie. Une troisième intervention, c'est le soutien au personnel de la santé. Là, on parle ici d'incitatifs non monétaires. Ça peut être des appuis, comme on l'a vu dans certains cas, pour les épiceries, pour la garderie. Donc, toutes les choses qui pourraient diminuer la pression sur ces travailleurs et travailleuses. Et finalement, on en a parlé au début là, dans les constats, cette transition hors de l'hôpital pour les patients. Dans certains autres endroits, il y a des chaînes hôtelières qui ont été mises à profit pour ce faire. Qu'est-ce qui peut être fait en fait pour désengorger? Si on voit dans 2 semaines, ce qui pourrait être une préoccupation ici. Septième axe, santé mentale. Ici, on ne prétend pas aborder toute la problématique de la santé mentale, mais bien celle qui pourrait avoir un impact direct sur ceux qui sont impliqués dans la réponse à l'épidémie. On s'entend néanmoins pour dire qu'il y aura
certainement une augmentation des problèmes de santé mentale au cours des prochains mois au sein de la population. Le personnel de santé est soumis à un stress important, des conditions de travail difficiles. On a vu que ça a déjà des conséquences sur la santé psychologique de ces employés et puis même sur leur capacité à travailler. Au niveau des patients aussi, puis ça a été très intéressant. Il y a un récent sondage qui a fait état de cela. En fait, toute la déconnexion entre les patients et leurs familles a non seulement un impact sur eux, mais a un impact sur le personnel de santé qui s'occupe de ces gens-là. Alors, toute l'idée de la déconnexion est un enjeu majeur. Il y a certaines initiatives, notamment l'initiative Tous Ensemble, qui a été mise de l'avant pour connecter avec des tablettes certaines personnes âgées dans les CHSLD à leur famille, mais il n'y a pas encore quelque chose de systémique qui a été mis en place au niveau du Québec à cet égard. Et finalement, ce dont on nous faisait part, c'est que toute cette problématique de santé mentale devrait s'intégrer dans une stratégie plus globale où on prendrait en compte les besoins des personnes endeuillées, par exemple, les besoins de d'autres gens dans la population qui auraient été touchés par la pandémie. Donc, si on fait rapidement le portrait des interventions suggérées, on a cette idée de connexion entre patients et familles pour contrer l'isolement. On a l'idée qui serait potentiellement à moyen terme d'avoir une stratégie globale en santé mentale qui intégrerait les aspects de la santé mentale liés aux soins, donc patients et personnel de la santé. Une autre idée qui est de la mise en place de programmes d'aide aux employés, notamment qui pourraient se déployer soit en bonifiant les conditions pour le personnel de la santé, mais également au niveau communautaire, au sein des organismes qui, eux aussi, répondent à ce qui se passe au niveau de la pandémie. Et finalement, le développement de services pour le personnel de la santé et les patients et leurs familles, spécifiquement en santé mentale. Enfin, on y arrive, le dernier axe, recherche et innovation. Alors là, ce qu'on nous a dit, et ça c'est intéressant parce qu'on a parlé vraiment des sommités en recherche, voire même les scientifiques en chef du Québec. L'analyse était la suivante, c'est qu'il y a eu des fonds importants qui ont été consentis par le gouvernement fédéral pour la recherche et que vu la taille du financement fédéral, la valeur ajoutée de montants additionnels en recherche est présentement plus limitée, en tout cas en recherche en lien avec les sciences de la santé, soit des recherches fondamentales ou appliquées, à part pour des créneaux très pointus. Par contre, on nous a dit qu'il y aurait un potentiel plus vaste pour les recherches en sciences sociales. Par exemple, des recherches sur les comportements de la population en lien avec la pandémie. Et finalement, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y aurait une avenue prometteuse si on facilitait les liens entre les chercheurs et si on aidait aussi à la communication de leurs résultats de recherche avec les décideurs politiques. Les interventions proposées, je reviens ici sur la plateforme de partage des connaissances. On l'avait vu au début, si vous vous rappelez, dans la partie coordination gouvernementale. Ici, l'idée, c'est justement que les scientifiques, entre eux, puissent partager efficacement les recherches dans un monde où les choses avancent relativement rapidement. De nos consultations, il ne semble pas qu'il y ait un véhicule idéal à l'heure actuelle, donc il y aurait matière à bonifier certaines des solutions déjà en place. Les recherches en sciences sociales pourraient aussi être développées, à voir exactement lesquelles. Et finalement, on nous a dit que les recherches en sciences de la santé, à moins d'avoir une connaissance très spécifique des créneaux, ne seraient pas à prioriser. Ici, bon, je ne rentrerai pas dans le détail. C'était juste pour vous montrer comment tout ce qu'on a vu précédemment, les interventions pourraient s'articuler dans un plan intégré pour répondre à la pandémie dans un quartier, par exemple, à haute transmission. On pense au quartier appelé Zone Rouge à Montréal notamment, où on pourrait conjuguer une meilleure coordination et planification en appuyant, par exemple, une table de quartier, en faisant des liens, des synergies entre les interventions de différents arrondissements.
en travaillant aussi à une meilleure communication avec la population, en ayant des activités qui pourraient aider à protéger la population. On parle notamment d'équiper les travailleurs communautaires, de les former et puis d'aménager les lieux de travail convenablement. Il y a même d'autres choses qui ont été évoquées, qui étaient d'aider dans les logements à unités multiples à nettoyer les zones communes. Dans la détection, on parlait ici d'équipes mobiles, on parlait de former plus de personnel, on parlait d'octroyer davantage d'équipements ici qui nous permettraient en fait de détecter la maladie et d'aider également là, tout ce qui pourrait toucher le déploiement des cliniques mobiles. Dans le traitement, on parlait de soutien au personnel de la santé, d'appui pour les services de santé mentale, également de programmes d'aide aux employés. Puis finalement, on nous disait peut-être qu'il pourrait y avoir de la recherche sur toute cette approche intégrée qui serait faite. Alors, où s'en va-t-on pour la philanthropie? Disons, si on fait un portrait des zones où on pourrait investir davantage, alors en fait, chacune d'entre elles pourrait être davantage investie par le milieu philanthropique. Mais si on avait à cibler à travers nos entrevues 3 zones clés où il pourrait vraiment avoir un soutien additionnel, c'est tout ce qui touche à la communication sur les risques et la mobilisation de la population, donc directement en lien avec ce qui se fait sur le terrain dans les organismes communautaires. Toutes les mesures de prévention et de contrôle des infections, donc davantage d'équipements, davantage de formation, davantage d'aménagement des lieux lieux de travail. Et finalement, ce qui touche à la santé mentale, donc autant pour les patients, le personnel de la santé et les travailleurs d'organismes communautaires en première ligne. Alors, conclusion, quelles prochaines étapes? Alors là, des points très concrets. Il y a un premier sondage que vous allez recevoir aujourd'hui qui va nous permettre de voir comme groupe quelles seraient nos avenues de collaboration si vous êtes intéressés à agir sur un ou plusieurs axes qu'on a vus aujourd'hui. Ensuite, discuter des interventions conjointes qu'on pourrait mettre en œuvre. Même si vous n'êtes pas au cœur d'une intervention particulière, ce qu'on a vu à travers ces entrevues-là, c'est que souvent, c'est une question de contact, de réseau pour qu'il y ait une intervention qui puisse s'articuler. Alors là, il y aurait la possibilité justement de faciliter des contacts si on partage les interventions qui vont être mises de l'avant. Et enfin, ce qu'on s'est proposé, c'est de faire un tableau de bord de suivi du progrès des interventions, donc de suivre tout ce qui aurait été sélectionné ici. Alors voilà, je vous laisse mon contact par courriel et également, je termine non pas en disant « ça va bien aller », mais je vais terminer en disant « let's get to zero ». Donc, c'est ensemble qu'on va arriver à mettre fin à cette pandémie. Merci. Alors, merci beaucoup, Félix-Antoine. Est-ce qu'il y a une question de Andrew? Quel est le rôle pour les laboratoires privés? Les laboratoires privés, en ce moment, il y en a certains, je pense, qui sont considérés. Il y a des laboratoires académiques qui ont été déjà sollicités. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est de l'ordre des considérations. Donc, va falloir suivre ce qui se passe au niveau des annonces gouvernementales à ce sujet. Mais selon ce que nous, on a pu voir dans d'autres pays, effectivement, ça pourrait être une stratégie pour augmenter le nombre de tests traités. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Je ne vais pas enlever le unmute pour tout le monde pour éviter que tout le monde parle en même temps. Ah, c'est à 40. Fait que là, on va dire c'est sur ma question, on va dire verbalement. Non. Excusez, là. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que si je ne veux pas que tout le monde parle en même temps. C'est pour ça que je vous garde sur mute.
Peut-être pendant que les gens se préparent, je voulais juste vous montrer rapidement, il y a une annexe au présent document qui permet de voir certaines interventions là, que j'ai mentionnées, mais sous un autre format, sous format portefeuille d'intervention. Donc, vous pouvez voir, par exemple, si ce qui vous intéresse davantage, c'est la coordination gouvernementale et l'influence. Les interventions ont été consolidées ici. Si c'est plus la prévention et le contrôle des infections, vous allez voir ici également cette vue consolidée avec une porte d'entrée, un partenaire clé qui pourrait être un des premiers abordés, un sommaire de l'impact potentiel de la facilité de mise en œuvre, puis à voir si on pourrait agir plus à court terme ou à moyen terme. Donc ça, vous l'avez pour 5 portefeuilles, si on veut, qui sont les regroupements des axes dont on a parlé plus tôt. On a quelques autres de questions ici. Attendez un instant. Est-ce que le dépistage se fait de façon mobile, door-to-door? Non. À l'heure actuelle, ce qu'on a de plus mobile, c'est des cliniques mobiles. À Montréal, elles se sont déployées dans les quartiers, ce qu'on appelle zone rouge. À l'heure actuelle, il y a une clinique mobile, par exemple, à Montréal-Nord. Donc, c'est pour une durée de 5 jours. Et là, on encourage la population à aller se faire tester. Ce qu'on a vu comme problème cette semaine, c'est qu'il n'y avait pas assez de gens qui allaient se faire tester. Donc, vous voyez, cet aspect de mobilisation communautaire est vraiment important quand on veut une stratégie comme ça. Et on n'a pas encore non plus cette approche porte-à-porte là, qui a été mise en place dans d'autres pays où on pourrait aller chez les gens, par exemple des gens du milieu de la santé qui retournent chez eux, où on pourrait tester la famille, par exemple. Donc ça, c'est des interventions qui ont été mises en place avec succès ailleurs. Ensuite, la prochaine question, quel organisme pourrait aider à combler le manque de personnel, formation et autres? Le manque de personnel, pour l'instant, on n'a pas identifié d'organisme clé qui sera en mesure, disons, si on parle des prélèvements, par exemple, de former. Par contre, on a identifié des partenariats qui pourraient être possibles si la santé publique, effectivement, décide d'aller dans cette direction-là. Il pourrait y avoir des formations qui seraient mises sur pied conjointement. Donc ça, ce serait de nouveaux programmes. Si on parle des formations sur les mesures de protection, il y a la Croix-Rouge qui est déjà impliquée là-dedans, qui forme le personnel additionnel, les bénévoles dans les CHSLD, et ça pourrait éventuellement être étendu aux travailleurs, travailleuses du milieu communautaire. Okay. J'ai une question. Avez-vous parlé au foyer de groupe ou au logement supervisé pour personnes avec des déficiences intellectuelles en particulier? Et Judy demande aussi, avez-vous parlé au centre de jeunesse qui sont une forme de CHSLD pour les jeunes? C'est une question en 2 volets. Oui, bien, on n'a pas… La prochaine analyse qu'on voulait faire, si vous revenez à la page d'introduction, c'était une analyse avec les situations de vulnérabilité plus particulières et où là, on aurait pu avoir des entrevues avec justement des intervenants spécifiques là-dessus. Là, on a eu des portraits plus globaux, si on veut, de ces situations-là. Mais si je donne un exemple, on a eu un des psychologues qu'on a consulté au niveau de la santé mentale est impliqué, par exemple, à l'Institut Philippe Pinel. Donc, on a eu aussi une vue sur cette institution-là, mais pour avoir une vue complète de tous les milieux, ça va être la prochaine étape à laquelle on va s'attaquer. Excusez, là, ensuite, on a parlé, il y a eu un peu un chat avec tout le monde concernant la formation des bénévoles et on voudrait savoir comment tu penses que la formation aurait de l'air et quel est le rôle de la Croix-Rouge dans ce scénario-là? Bien, la formation, en fait, il y a deux volets. Il y a la mise sur pied d'un curriculum. À ce niveau-là, par exemple, sur tout ce qui touche à la protection, il y en a un qui existe déjà du côté de la Croix-Rouge. Par contre, dans d'autres aspects, par exemple, les prélèvements de tests, là, il faudrait qu'il y ait une formation spécifique qui soit élaborée en partenariat avec la santé publique, notamment.
Mais d'un côté, donc, il y a cet aspect création du matériel, lien avec une organisation capable de dispenser la formation. De l'autre, il y a cette idée de mobilisation de gens qui vont être formés. Et c'est là qu'il y a tout un potentiel créatif et à mettre sur pied, notamment les liens avec les universités. Dans d'autres contextes, il y a eu beaucoup plus d'étudiants qui ont été mobilisés pour pouvoir être formés dans différents pans de la réponse. Et on pourrait penser aussi à d'autres personnels qui actuellement, notamment dans certains organismes communautaires, ne sont pas au travail, qui pourraient être mobilisés pour être formés dans des aspects spécifiques de la réponse. Je donne aussi quelque chose, un élément sur lequel je ne me suis pas trop étendu, c'est l'aspect communication dans les communautés. Dans la réponse à Ebola, quand on a décidé de vraiment amplifier la réponse, on avait formé, juste pour la région de la capitale, 1500 personnes qui étaient déployées dans les quartiers. Et là, on ne parle pas d'une formation étendue, mais d'une formation juste pour pouvoir expliquer aux gens, soit donner des dépliants en porte-à-porte, laisser du matériel de communication, mais vraiment pour couvrir un large territoire. Donc ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait être déployé en lien avec des tables de quartier ou des initiatives plus communautaires, donc, où il n'y a pas besoin d'une formation très étendue pour amplifier la réponse. Une autre, bon, excusez, là, une question, a comment, people are scared to get tested. Should we be diffusing how safe the testing centers are? For instance, I have friends who have a cold and don't want to get tested. Oui, bien ça fait partie aussi c'est un excellent point parce que souvent, ce qu'on donne à l'heure actuelle, c'est le lieu de test ou l'endroit qu'il faut appeler pour prendre un rendez-vous. Donc, cet aspect sur justement comment le personnel reçoit les gens pour les tests, à quel point les lieux sont sécurisés, ça devrait faire partie de la communication, oui. Liliana a ajouté que concernant les bénévoles, les organismes sur le terrain depuis 8 semaines ont déjà adopté des protocoles et forment leur staff et bénévoles. Oui, effectivement. En fait, ce qu'on a récolté dans les entrevues, c'est que certains ont été déjà très proactifs, ont pris disons, les devants pour utiliser les protocoles, former leurs gens. Par contre, ce qu'on a entendu aussi, c'est que dans certains cas, il y en a qui auraient souhaité que ces formations-là soient plus professionnalisées, si on veut, voire même qu'il y ait une étampe qui soit mise en disant, bien, on est sûr que ça a été supervisé par une personne qui elle-même a été formée. Et selon les milieux et puis le niveau de contact avec la population, ce serait quelque chose à considérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des commentaires? Attendez. Jean-Marc mentionne, pour une fondation qui n'a pas d'expérience de contact en santé et peu de capacité interne d'analyse, quelles sont tes recommandations pour des interventions les plus pertinentes à court terme? Devrait-elle contribuer à un fonds commun, Centraide, Fondation du Grand Montréal, et ou supporter directement un groupe communautaire? Bien, c'est là où je pense qu'il faut, il y a deux choses. Un, ce que vous avez vu à travers les interventions possibles, il y a des interventions dans d'autres secteurs qui sont, disons, qui peuvent appuyer des actions de santé publique. Je donne l'exemple de la connexion des familles avec tablettes et Wi-Fi qui permettrait notamment à ces familles-là d'être mieux informées de tout ce qui arrive au niveau des communications gouvernementales ou d'autres sources crédibles. Donc ça, c'est un exemple où on pourrait repasser l'ensemble des interventions et puis voir s'il n'y a pas des créneaux, en fait, qui sont multisectoriels, qui peuvent être exploités. L'autre chose, au niveau de la santé, quelle serait la meilleure stratégie si on veut, d'investissement? Est-ce que c'est de mettre un fonds ou se répartir à travers plusieurs initiatives? Je pense que toute cette idée de coordination entre les fonds d'urgence, notamment les 3 grands récipiendaires des sommes du 350 millions fédéral, qui ont chacune leur expertise. Donc déjà, de voir, peut-être d'avoir un portrait plus fin de là où il y a des manques. Est-ce que c'est en communication dans tel quartier? Est-ce que c'est en prévention? Donc, d'avoir cette analyse-là plus détaillée pour pouvoir
voir globalement comment, justement, on déploie des sommes, des montants supplémentaires pour répondre à la pandémie. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, on serait au point de créer un nouveau fonds, là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent, notamment des 3 récipiendaires qui veulent réagir à ça. J'ai une autre question. Est-ce que tu as croisé... Est-ce que je peux avoir le micro pour répondre à cette question-là? Oui. Merci. Donc, je dirais que les 4 partenaires qui reçoivent des fonds fédéraux en lien avec la sécurité alimentaire, donc sont le Club des petits déjeuners, les Moissons, la Fondation du Grand Montréal et Centraide du Grand Montréal, sont en discussion en ce moment pour essayer de pooler toutes les ressources, puisqu'on reçoit tous de l'argent du fédéral. Donc, on a déjà cette habitude de coordination. Donc, on est en train d'essayer d'aller plus loin là-dessus, mais il y a des contraintes liées à ces fonds-là ou des conditions qui font que c'est un petit peu compliqué. Mais autrement, on se parle à toutes les semaines, plus qu'une fois par semaine. Donc, on a développé, je dirais, des habitudes plus grandes d'échange d'informations. Puis, juste pour venir au point de Félix-Antoine, Centraide avec la FLAC a développé un programme qui s'appelle pour les organismes jeunesse. On va rejoindre 30 000 jeunes à travers le Québec pour qu'ils soient connectés à Internet et avec un ordinateur, les jeunes et leurs familles. Puis, on travaille avec les compagnies de téléphone. Donc, s'il y a des organisations qui souhaitent se joindre à nous dans cet effort qu'on a fait avec la bénédiction du ministère de l'Éducation, ça nous fera plaisir de partager avec vous tout ce qu'on est en train de faire à cette étape-là. Ça serait dommage de dupliquer les efforts, donc je pense que l'union fait la force. Merci. Merci. Alors, j'ai une autre question ici de Inès. Est-ce que tu as croisé beaucoup d'initiatives avec une approche genre ou de diversité, d'équité et d'inclusion dans ton analyse? En fait, je l'ai plus vu quand j'ai eu des entretiens avec les gens au niveau communautaire. Dans les entrevues avec le secteur de la santé, c'était pas quelque chose qui est ressorti particulièrement. Il y avait plus la notion d'âge, donc de services adaptés selon l'âge, de campagnes de sensibilisation adaptées selon l'âge, mais pas tant selon l'approche, pas tant selon, disons, le sexe. Là où il y a peut-être aussi un élément à creuser, puis que beaucoup ont mentionné, c'est d'arriver à différencier au sein des communautés ethnoculturelles celles qu'on arriverait plus difficilement à rejoindre. Donc ça, c'est ressorti assez fortement. Merci. Une autre question ici. Outre l'aspect santé, 2 groupes sont plus isolés. Comment rassurer et remettre en lien les aînés et les enfants en rupture de leur milieu d'appartenance? Les technologies ne sont pas une panacée pour les personnes âgées et une addiction pour les enfants. Oui, ça je dirais peut-être que c'est presque une question d'ordre moral à ce stade-ci. Comment est-ce qu'à travers la pandémie, on va arriver à créer ces rapprochements? Là, en ce moment, il y a même dans certains cas, dans certains pays, des rapprochements qui sont autorisés malgré le fait que la maladie n'est pas complètement endiguée. Je pense qu'il faut d'une part comprendre la recherche à ce niveau-là si on veut pouvoir créer des rapprochements physiques. Et puis d'autre part, effectivement, donc ça, je n'ai pas la solution miracle là-dessus. Je ne peux pas vous répondre exactement sur comment ça devrait se faire, là. Il y a peut-être moyen de le faire avec une distanciation sociale qui est respectée pour les personnes les plus à risque. Par contre, pour certaines personnes qui sont isolées par défaut dans certains milieux comme les CHSLD, les résidences pour personnes âgées, là, la solution technologique est presque par défaut la meilleure pour qu'il y ait au moins un lien entre les patients et leur famille. Et ce qu'on voit, c'est que cette espèce de réseau-là de connectivité n'est pas encore disponible. Quand on parlait à l'organisme Tous Ensemble, qui est un organisme tout nouveau là, qui vient de se créer au sein de la crise, ce qu'on voyait, c'était tout le potentiel, en fait, de pouvoir au moins avoir cette connexion virtuelle en attendant qu'on aménage les règles et les façons de pouvoir voir les grands-parents et les petits-enfants de manière sécuritaire.
Jim Hughes de McConnell, est-ce qu'il sera utile d'identifier quelles fondations sont intéressées à supporter quel axe d'intervention? On s'intéresse, entre autres, à supporter les patients en termes de sécurité alimentaire et le personnel de santé. Oui, mais le sondage, en fait, que vous allez recevoir était pour identifier des initiatives de manière plus précise. Par contre, ce qu'on pensait faire par la suite, c'est justement regrouper par affinité, par axe, par champ d'intérêt, les différentes fondations pour qu'il puisse y avoir un travail en commun qui soit fait. Donc oui, disons qu'il y a d'autres fondations qui ont envie de travailler sur l'axe. Celui-ci, ce serait plus en lien avec la prise en charge des cas, mais la manière dont on peut améliorer la situation des patients, soit dans les structures, soit quand ils retournent chez eux. Donc la réponse, ce serait oui, ça peut être spécifique, puis ça pourrait être aussi sur des collaborations plus larges. Donc, regardez bien ce sondage qui vous arrive bientôt. Une prochaine question de Nancy Paul. Félix-Antoine, pourrais-tu nous parler un peu plus de la prochaine étape d'analyse portant sur les populations les plus vulnérables? Donc, c'est un peu sur une approche similaire. L'idée étant de pouvoir avoir plusieurs secteurs, j'en nomme comme ça, sans que ce soit exhaustif, mais par exemple, ce qui touche aux aînés, ce qui touche aux soins à domicile, ce qui touche aux femmes en situation de violence, ce qui touche aux enfants en situation de maltraitance. Donc, des secteurs transversaux comme ça. Puis, bon, il y en aura d'autres. Mais l'idée, c'est de pouvoir justement faire cette intersection entre ce qu'on vient de voir et puis certains membres de la communauté, justement, plus en situation de vulnérabilité, qui ont des besoins spécifiques pendant la pandémie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous les envoyer par courriel et on fera le suivi. Tel que Félix-Antoine a mentionné tantôt, un sondage vous sera envoyé sous peu pour savoir quelles initiatives vous appuyez dans quel secteur. Également, la réunion et la présentation d'aujourd'hui ont été enregistrées et nous allons vous l'envoyer. Elle sera disponible pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'assister dans votre organisme. Si vous avez d'autres questions, encore, n'hésitez pas à nous contacter par courriel. Félix-Antoine, avais-tu d'autres choses à ajouter? Non, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là. C'était une présentation un peu académique, donc j'espère que ça va quand même vous avoir pu vous éclairer et n'hésitez pas donc à me contacter pour poursuivre les échanges. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir participé et on vous contactera dans les prochains jours avec le sondage et un suivi. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.